Bonjour, nous continuons ici sur la morphométrie des galets. Bien sûr, on va être très rapide parce que ce qui nous reste à faire, c'est exactement les calculs, bien sûr. Mais au passage, quand même, je peux vous rappeler certaines petites choses importantes, bien sûr. Lorsque j'ai parlé l'autre jour, enfin hier, si vous voulez, dans la dernière vidéo, morphométrie 1, j'ai parlé de l'échantillonnage, bien sûr. Bon, l'échantillonnage, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut, disons, échantillonner vos échantillons dans un espace, dans un environnement sédimentaire donné. Bah, si vous avez, par exemple, je sais pas, je suppose que vous allez échantillonner, si vous voulez, dans cet espace, dans cette barre de chenal, si vous voulez, que vous avez ici, vous avez bien sûr assez de galets, bien sûr, qui sont à votre disposition. Donc, il faut prendre des galets qui sont relativement disons, de taille un petit peu voisine. Il faut aussi un petit peu faire un pourcentage, si on peut dire un comptage pétrographique. Un comptage pétrographique veut dire tout simplement que lorsque vous allez prendre vos échantillons, il faut faire la part des natures pétrographiques que vous allez trouver. Autrement dit, donc c'est pas celle-là, je pense, c'est celle-là par exemple. Sur cette photo que vous pouvez trouver ici, par exemple, vous avez différentes natures pétrographiques. Des grès, vous avez des quartzites, vous avez certainement d'autres des laves, etc. Donc vous avez un certain nombre de pétrographies, disons, dans ces galets. Donc il faut faire la part des différentes pétrographies que vous avez ici, bien sûr. Donc vous prenez un lot de galets, par exemple, une centaine de galets, vous trouvez dans ce lot d'une centaine de galets, vous trouvez, je ne sais pas, 30 galets de quartzite, vous trouvez 40 galets de granit, vous trouvez 10% de rhyolite, etc. Donc vous faites un pourcentage pour caractériser, bien sûr, cet environnement sédimentaire. Bien sûr, les galets, on peut les prendre à différents endroits, sur des plages, dans les lits de rivières, sur les glacis, dans les chenaux, dans les formations anciennes, bien sûr, essentiellement dans les remplissages de chenaux, et d'autres endroits, bien sûr, ou encore dans des forages. Bon, forage en général, on ne peut pas avoir beaucoup de galets, mais quand même, on a une idée sur les galets. Il peut y avoir des galets dans votre forage qui peuvent vous renseigner sur la formation sédimentaire et le trajet de transport, etc. Donc, ces galets peuvent bien sûr devenir, bon, on peut voir l'utilité des galets, on peut les utiliser dans plusieurs. Donc, je passe surtout, je cherche la dernière que je viens d'avoir. Donc, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc, les galets peuvent, après avoir parcouru un certain trajet, ils peuvent montrer des aspects ou des formes très particulières. Vous voyez ici que c'est très beau quand même, comme un ensemble de galets, mais vous voyez encore qu'ils ont acquis une certaine forme très particulière. Ils sont aplatis. Ils ne sont pas seulement arrondis, mais aplatis carrément. Vous voyez que ce sont des galettes qui sont aplaties. Ça devient très émoussé aussi. Enfin, très émoussé, très même poli, je veux dire. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a une autre action ici qui est rentrée sur la scène. C'est l'action des vagues de la mer. Donc, ici, ce sont des galets qui se sont fait aplatis carrément, qui se sont transformés par les vagues de la mer, et ils sont aplatis, ils sont rendus aplatis carrément. Donc vous voyez un aplatissement et aussi un certain polissage,
et c'est de très beaux galets quand même qu'on peut utiliser dans la décoration, etc. Aussi bien qu'elles sont, c'est pas la peine de les polir davantage. Donc là, c'est vraiment extraordinaire de trouver des milieux, enfin surtout des plages, lorsque vous avez des plages avec des galets qui proviennent d'un relief très divers, de diverses natures. Bon, ça peut vous donner des choses extraordinaires, bien sûr, qui sont, ça se vend, bien sûr. Bon, on peut utiliser ça dans une décoration, bien sûr. Vous pouvez le savoir. Enfin, vous devez le savoir. Revenons, bien sûr, à ce que l'on avait dit tout à fait au départ. Donc, les galets, lorsqu'ils sont pratiquement sur place ou relativement à côté de leur endroit, c'est-à-dire de la roche-mère, vous allez avoir certainement des formes qui sont anguleuses, bien sûr. Donc, c'est des formes pratiquement anguleuses. Bon, je mettrai ici n'importe quelle forme. Donc, vous avez vu ça. Bon, je ne sais pas quel problème avec ma souris là. Voilà, donc c'est des formes qui sont anguleuses. Donc, des formes anguleuses tout à fait à l'endroit ou presque des milieux torrentiels. Lorsque vous êtes à côté des milieux torrentiels, certainement, vous aurez des galets qui sont relativement très anguleux. Ok? Très anguleux. Lorsque la pente va diminuer et le courant, bien sûr, vous aurez un certain nombre de kilomètres qu'ils vont parcourir, vous aurez les formes qui vont devenir plus ou moins émoussées. Donc, anguleux vers subanguleux ou émoussé. Voilà. Et on peut avoir beaucoup plus de l'arrondi, c'est-à-dire que les formes vont devenir presque arrondies ou subanguleux à arrondi, à émoussé à arrondi. Là, vous trouvez quand même qu'il y a certains pourcentages qui va persister avec des angles. Mais là, ce sont les angles. Donc, au fur et à mesure que l'on va arriver, bien sûr, jusqu'à même la côte par là, vous allez trouver de l'arrondi. Ok? Donc ça, c'est de l'arrondi. Bon, je peux même tracer comme ça. Voilà, quelque chose avec un bon pourcentage de l'arrondi. Ça, c'est l'action, bien sûr, du transport. C'est normal. Mais lorsque vous allez arriver pratiquement au bord de la mer, on a un autre phénomène qui va agir, et c'est surtout les vagues de la mer qui vont faire à ce que ces galets deviennent aplatis. Pourquoi? Parce que la mer va agir, il va agir comme par les actions de la mer. Vous avez les vagues, bien sûr. Ici, vous avez les vagues qui vont venir dans ce sens, revenir dans ce sens. Et donc, ce brassage par les vagues à ce niveau va donner un aplati. Donc, il va donner un aspect aplati à ces galets. Donc, j'écris ici, si vous voulez, puisque je suis là. Donc, je commence, pourquoi pas, par ici, anguleux. Bon, ici, émoussé, subanguleux à émoussé, subanguleux à émoussé. Bon, jusqu'à émoussé. Et puis ici,
subarrondi à arrondi. Bon, j'écris arrondi. Arrondi tout simplement. Et puis là, sur la bordure de la mer, bon, on va dire que c'est aplati. Aplati. Donc là, c'est aplati. Ok. Vous voyez donc, ce sont les formes. Il y a un autre phénomène qui va agir aussi. C'est la sélection naturelle des natures pétrographiques. Parce que qu'est-ce qui va arriver vraiment vers la fin? Ce sont les natures pétrographiques qui peuvent résister au transport. Qu'est-ce que vous avez trouvé ici? Certainement, vous avez trouvé des granites, par exemple, parfois des granites. Vous pouvez trouver des, je sais pas, des rhyolites. Lorsque il s'agit de rhyolites vraiment solides, vous pouvez trouver des quartzites. Vous pouvez trouver aussi, je sais pas, des gabbros parfois, et d'autres qui sont très durs, très durs. Donc là, c'est essentiellement très dur. Mais tout à fait au départ, bien sûr, n'oubliez pas que l'on a fait le départ avec beaucoup d'autres choses, par exemple des calcaires. Les calcaires, ils vont pas vraiment être, ils vont pas peut-être parcourir de longs trajets, parce que les calcaires, à la rigueur, ils vont disparaître quelque part dans les plaines et ils vont pas vraiment aller très loin. Vous pouvez trouver des calcaires ici. Vous pouvez, par exemple, faire le départ avec des basaltes. Mais vous trouvez plus de basalte. À un certain niveau, vous trouvez très peu de basalte. Donc, les basaltes vont disparaître carrément. Je les écris, d'autres choses, d'autres natures pétrographiques vont disparaître. Autrement dit, si vous faites le départ avec un cercle soi-disant de composition pétrographique comme ça, je sais pas, une bonne partie des basaltes, une bonne partie des calcaires, une bonne partie des grès, j'écris ici grès par exemple, nous avons toujours des grès. Et là, vous trouvez certainement des grès, parce que les grès sont très durs, ça dépend, surtout lorsque c'est des quartzites, donc ils vont persister quand même, les grès. Peut-être que vous allez trouver, peut-être même des grès à ce niveau. C'est ce que j'ai dit, quartzites, je les ai appelés des quartzites. Mais attention, au fur et à mesure, vous aurez une disparition. Par exemple, si je fais B comme basalte, je fais calcaire comme C, calcaire, je fais grès comme G, G, granite, je fais granite, mais au fur et à mesure, ce cercle-là, à la fin, vous n'allez pas trouver ça. Vous allez peut-être trouver, il y a beaucoup de choses qui ont disparu au cours du trajet. Et qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver peut-être une partie de quartzite, vous allez trouver plus de basalte, vous allez trouver peut-être des granites qui vont résister, qui vont composer presque la totalité, vous allez trouver peut-être des grès, et vous allez trouver peut-être des quartzites, ou d'autres, parce qu'à partir de là, il n'y a rien qui va rester vraiment. Peut-être des rhyolites si vous voulez, s'il y a des rhyolites ici. Je suppose un petit peu de rhyolite par exemple.
un petit peu de rhyolite par exemple ici, R, bah, ces rhyolites peuvent exister, peuvent réapparaître, enfin apparaître à la fin. Vous voyez, donc lorsque je fais un trajet, au fur et à mesure que je fais un trajet allant de la source vers un milieu de sédimentation final, c'est-à-dire la mer, ben, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître au cours du chemin et ils ne vont arriver vers la mer que les granulométries vraiment qui résistent au transport. Donc ça, c'est ce que l'on va faire pour faire des comptages pétrographiques. C'est ce qu'on appelle le comptage pétrographique. Donc là, on fait un comptage pétrographique. Un comptage pétrographique. C'est pour ça que l'on fait un comptage pétrographique. C'est pour caractériser les différents milieux. On ne va pas le faire seulement ici, mais on va le faire certainement à ce niveau. On va le faire peut-être à ce niveau, puis on va le faire à ce niveau. Si l'on veut étudier, par exemple, le trajet d'un WED. Vous imaginez que si vous faites WED Z, par exemple, WED Orica, bah, Z, c'est la région où l'on a passé, où l'on a fait notre sortie. Si vous commencez à ce niveau, Z, vous allez vers Sepa ou Al-Hajar à ce niveau, vous allez vers Souaria à ce niveau, jusqu'à la fin de l'oued intensif sur l'océan Atlantique, c'est-à-dire à ce niveau de la côte, bien sûr. Donc là, c'est ce que vont subir les galets au cours de leur transport. Donc vous voyez que c'est un long trajet, ce sont des études que l'on fait bien sûr dans l'actuel, ce sont aussi des études qui nous aident énormément à savoir les directions des courants, les évolutions paléogéographiques des bassins, etc. et des corps sédimentaires, c'est-à-dire l'étude des corps sédimentaires, des remplissages de chenaux ou encore des formations gréso-conglomératiques anciennes. Et donc ça fait partie pratiquement de l'étude sédimentologique et des histoires géologiques des bassins sédimentaires. Voilà, on va revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. L'essentiel, c'est, on a, comme je l'ai déjà mentionné sur la première vidéo, je vous ai montré comment on va faire essentiellement les mesures des différentes dimensions des galets. Donc ce n'est plus la peine de vous rappeler les dimensions. Là, on va passer pratiquement au vif du sujet, c'est-à-dire les calculs, bien sûr. Ici, vous trouvez un ensemble de galets aplatis, bien sûr, de différentes natures, et sur lesquels, par exemple, on a fait une étude morphométrique, bien sûr. Voici donc, je décale cette photo un petit peu à droite, et je passe... Bon, elle est restée en place. Bon. Je continue donc sur exactement l'endroit où je suis arrivé sur la vidéo précédente. J'ai fait ici 50 échantillons. Ok, j'ai mesuré 50 échantillons. Voici grand L, la longueur. Voici petit L, la largeur. Voici l'épaisseur E. Et voici le petit rayon de ces galets. Donc, pour vous dire, ce sont des galets que on avait pris. Ces galets sont réels, bien sûr. Ce sont des galets réels qui ressemblent un petit peu à ça. Et on les a pris sur la plage Souaria. Bon, c'était une étude que l'on avait faite avec les masters de l'avant-dernière année. Pas l'année dernière, mais l'année précédente. Donc, heureusement que j'ai trouvé donc ces mesures chez moi, dans mes archives, et on va les réutiliser pour vous, bien sûr, c'est vous qui vous allez les utiliser.
Donc vous imaginez que vous avez fait exactement en classe des mesures. Bon, en général, qu'est-ce qu'on fait pour chaque, disons, 5 étudiants, on leur donne un lot d'une dizaine de cailloux qu'ils vont mesurer, qu'ils vont bien sûr calculer aussi. Bon, calculer les indices. Bon, lorsque l'on mesure ça, il nous reste des choses à définir. Donc, les généralités, c'est ce que je viens de dire sur le domaine sédimentaire, un petit peu le trajet et le pourcentage ou encore le comptage pétrographique, etc. Ben, ici, je vais dire tout simplement, bon, les mesures des dimensions décalées. Ça, c'est 1. Je considère que c'est ce que j'ai fait dans la vidéo précédente. Donc, mesure des dimensions décalées. Bon, ici, définition des indices. Définition des indices. On a à définir deux indices. Donc, mesure des dimensions décalées. Bon, c'est pas la peine faut lire quand même. J'ai parlé pendant 30 minutes, donc vous devez retenir grand L, petit L, E, bon, grand E ou petit E, et petit R. Là, bien sûr, on a utilisé un pied à coulisse, et on a utilisé une cible. Donc ça, ce sont les choses que l'on a mesurées. Ce sont les outils que l'on a utilisés. Ok. Bon, on va passer aux définitions des indices. On a d'abord l'indice d'émoussé. L'indice d'émoussé, il est défini comme tout simplement IE, l'indice d'émoussé, E, tout simplement E, égale, l'indice d'émoussé égale 2R, 2 petit r, sur grand L, le tout fois 1000. Donc vous comprenez qu'on a multiplié pour 1000, c'est pour éviter les décimales tout simplement. Donc il faut comprendre que par cette multiplication par 1000, c'est uniquement pour éviter les décimales bien sûr, ou travailler sur des choses qui sont inférieures à 0, etc. Donc là, on a multiplié par 1000. 2R, 2 rayons R sur grand L. Grand L, c'est la longueur. Et là, ce sont les rayons. Donc, si vous multipliez un rayon par 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un diamètre. Ok? C'est un diamètre. Lorsque vous allez calculer quelque chose, un diamètre d'une sphère, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver grand L, tout simplement. Donc, finalement, lorsque l'on a une sphère, cette relation va devenir 2R, L sur L, tout simplement, parce que 2R sera égal à L. Et L sera égal à 2R. Dans une sphère, dans une forme de sphère, vous avez deux rayons égaux au diamètre. Et le diamètre égale la longueur. Donc finalement, E, l'indice d'émoussé, sera égal à 1 fois 1000. Ça sera égal à 1000, tout simplement. Égal à 1. Vous voyez? Donc plus petit r est petit, à plus, ça va bien sûr nous donner
des rapports qui ne sont pas du tout, qui sont très loin de 1, bien sûr. Donc c'est l'indice d'émoussé. Bon, on va revenir bien sûr au calcul. Et on a un autre indice qui va être aussi important, c'est l'indice d'aplatissement. L'indice d'aplatissement qui sera défini comme ça. On a A, ou l'indice IA, ou A, tout simplement, égale grand L plus petit l sur 2E sur 2E et le tout sur multiplié par 100. Donc j'écrirai oui, le tout sur multiplié par 100. Donc là, grand L plus petit l sur 2E. La même chose, si vous voulez. La même chose que tout à l'heure. Deux épaisseurs. Là, si on a deux épaisseurs, ce sera égal à un certain moment dans une sphère, ce sera égal à deux longueurs, puisque la longueur sera égale à la largeur. Dans une sphère, la largeur égale à la longueur, donc ça fait 2. Et là, l'épaisseur égale à la longueur et égale à la largeur, donc ça fait 2 L encore. Donc 2 L sur 2 L, ça veut dire 1. Donc ça va devenir 100. Donc là, c'est encore une formule, une astuce pour savoir si l'épaisseur est très importante et la longueur plus la largeur sont faibles par rapport à l'épaisseur, on va trouver un aplatissement. On va trouver un aplatissement. Parce que là, l'épaisseur est très importante par rapport à la longueur c'est-à-dire la largeur. Vous voyez? Donc, on aura un aplatissement lorsque la largeur et la longueur sont très importantes par rapport à l'épaisseur. Donc, l'épaisseur est faible devant la largeur et la longueur. Et donc, on aura un aplatissement. Un aplatissement, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à plutôt 100. Regardez, ici, c'est un aplatissement. Vous avez la longueur et la largeur sont très importantes par rapport à l'épaisseur. Regardez, l'épaisseur de ces échantillons ici, de ces galets, est faible devant la longueur et la largeur. Donc, c'est ce qui va nous donner exactement cette formule de l'indice d'aplatissement. Donc, c'est une façon de voir ces formules et de se rappeler, bien sûr, facilement. Donc, l'indice d'émoussé, c'est 2R sur L fois 1000. L'indice d'aplatissement, c'est L plus petit l sur 2E multiplié par 100. Donc, si vous voulez que je l'écrive autrement dit, j'écris E. Bon, j'écris tout simplement E. Donc, si je commence par E égale à 2R de petit r, petit r sur L, grand L, multiplié par 1000. OK? Et vous avez grand A, l'indice d'aplatissement, qui sera égal, donc vous l'écrivez comme ça sur vos cahiers, grand L plus petit l sur 2E multiplié par 100. Voilà, ça c'est multiplié, bien sûr, ça c'est multiplié. Voilà. Donc on va passer au calcul. Voilà. C'est
simple. On va passer au calcul. Et ici, je définis l'indice d'émoussé E et l'indice d'aplatissement. L'indice d'émoussé E, c'est pas I, j'ai écrit ici I. L'indice d'émoussé E et l'indice d'aplatissement. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Bon, l'indice d'émoussé, c'est égal à 2 fois R, donc 2 fois R sur grand L, sur grand L, 2 fois R sur grand L, multiplié par 1000. Ça fait 493,27. 493,27. OK. Et l'indice d'aplatissement, c'est égal à grand L bon, j'ai un problème ici de clavier parce que je répète, égal grand L plus je vous indique que j'ai utilisé ici Excel, bien sûr, directement, je ne peux pas faire autrement. Je vais calculer tout sur Excel, je vais faire aussi les courbes sur Excel, donc vous allez faire ça sur Excel, bon, c'est beaucoup plus simple, je pense. Bon, vous pouvez le faire si vous voulez manuellement, c'est la même chose. Donc, grand L plus petit L, le tout sur 2 E, 2 fois E, l'épaisseur. Bon, voilà, je fais une autre parenthèse ici, mieux, et je multiplie par 100. Non, ça marche pas. Ah non, ça marche pas là. Non, ça marche pas. Sur 2, qu'est-ce que j'ai fait? Sur 2 E. Non, ça marche pas. Je répète ma formule. Donc, égal grand L plus petit L. OK. Les deux, je vais les mettre quand même sur parenthèse, entre parenthèses. Je vais diviser par 2 E. 2 fois E. OK. 1180. Ah non, ça c'est quand même bizarre. Parce que si je dois multiplier encore par 100, ça ne marche pas. Je vous rappelle que tout ça c'est en millimètres. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, c'est en millimètres. La largeur aussi en millimètres. Je ne l'ai pas mentionné d'ici. Bon, c'est peu qu'avec la vidéo et tout ça, on oublie parfois des choses, parfois même importantes, on peut les oublier. Mais je pense que vous avez bien compris ça sur le Piacolis. Lorsque je lisais les valeurs, c'était bien en millimètres. C'était bien en millimètres. Donc là, en millimètres, bien sûr. Je reviens à cette valeur juste après.
je reviens donc à cette formule. Je vais faire quoi? C'est égal à L grand L plus petit l, le tout sur 2 fois l'épaisseur des œufs. Bon, je vais faire comme ça. Voilà, et je dois faire encore une parenthèse pour multiplier par 100. Voilà, je multiplie par 100. Bon, j'espère que ça va donner, voilà, 349,78. Ok, donc j'ai calculé l'indice d'émoussé ici et j'ai calculé l'indice d'aplatissement ici. Ok, donc j'ai double-clic. Bien sûr, je peux tout simplement faire ça pour diminuer quand même les décimales. Je vais diminuer les décimales à 2 décimales. La même chose ici, je vais diminuer les décimales. Je vais diminuer les décimales à 2. Voilà. Bon. Ce sont les valeurs que je vais trouver pour les 50 échantillons. Bien sûr que on avait fait, vos collègues bien sûr ont fait, on les a fait ensemble. Maintenant, on a l'indice d'émoussé, on a l'indice d'aplatissement pour chaque galet. Donc ce qu'il faut faire, c'est chercher la moyenne des indices d'émoussé et chercher la moyenne des indices d'aplatissement. Mais vous savez ici que c'est un calcul statistique. On ne va pas ajouter ces moyennes et les diviser par 50, non. Mais on va faire un calcul statistique, c'est-à-dire des classes d'équivalence. Et on va chercher la médiane, enfin, disons la médiane de ces classes d'équivalence. Autrement dit, on va passer par une courbe. D'abord, il faut chercher des classes d'équivalence. C'est-à-dire que l'on va établir, comme la granulométrie l'autre jour, lorsqu'on avait fait des tamisages, enfin des tamis, on les a considérés comme des classes d'équivalence. C'est exactement la même chose ici. Donc, je vais faire la chose suivante. Bon, maintenant que l'on a bien sûr ces indices d'émoussé d'aplatissement, on va chercher les moyennes comme je viens de dire. Mais pas les moyennes arithmétiques, il faut chercher les moyennes, les médianes des classes d'équivalence. C'est-à-dire établir des classes d'équivalence, comme je viens de dire. C'est pas facile bien sûr. Normalement on le fait au tableau. Bon, on le fait au tableau, mais ça prend du temps bien sûr. C'est-à-dire que il faut tout simplement faire des classes d'équivalence. Regardez, on va chercher le maximum de cette colonne. Donc le maximum de cette colonne, c'est-à-dire que tout simplement, si je dois chercher égal max de cette colonne là, pas la peine d'aller se creuser les yeux pour chercher. Bien sûr, je dois trouver que c'est 918. Le min égale min de cette colonne. Quel est le minimum de cette colonne? Je dois trouver que c'est 262,30. Donc j'ai le minimum et le maximum. Ok, donc ça c'est le minimum et ça c'est le max de cette classe. Donc je dois faire des classes d'équivalence allant de 100, 100, 200, 300, etc. Ce que je vais faire dans la pratique, regardez, vous allez faire exactement la même chose sur Excel si vous voulez. Je vais copier. Et je vais passer dans la feuille
cette feuille que je vais renommer et je vais dire que c'est l'indice d'émoussé. Émoussé. C'est l'indice d'émoussé et je vais coller les valeurs, mais coller, c'est un collage spécial quand même que je dois, parce que si je fais coller directement, ce sont déjà des cellules liées à un calcul, donc ça ne va pas donner de bonnes choses quand même. Donc je vais faire coller, collage spécial ici et je vais indiquer que c'est valeur, ok. Donc les valeurs seront indiquées sur cette, donc c'est bien l'indice d'émoussé que je viens, c'est exactement les mêmes valeurs que je viens de voir, enfin de calculer sur l'autre feuille. Donc je vais passer dans émoussé ici, donc émoussé, la feuille émoussée, et je vais bien sûr faire un collage spécial, j'ai dit bien un collage spécial, comme ça vous faites un collage spécial, ça va vous donner des valeurs, vous diminuez bien sûr les décimales, vous réduisez les décimales à 2, voilà. Bon, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas bien sûr passer des heures et des heures ici à chercher quelles sont les valeurs qui sont comprises entre 100 et 200, quelles sont les valeurs qui sont comprises entre 200 et 300, quelles sont les valeurs qui sont comprises entre 300 et 400, etc. Donc ça c'est difficile à faire directement, ça va prendre beaucoup de temps. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des classes ici, donc des classes d'équivalence, voilà, et je vais écrire par exemple ici inférieur ou égal à 200, puisque je sais très bien que je n'ai pas de valeur inférieure à 100. Donc inférieur, bon, vous pouvez écrire inférieur ou égal à 100, pourquoi pas, ça ne change rien. Inférieur ou égal à 200, inférieur ou égal à 300, inférieur ou égal à 400, inférieur ou égal à 500, inférieur ou égal à 600, inférieur ou égal, donc je dois aller jusqu'à la valeur bien sûr que j'ai comme maximum ici, 800 jusqu'à 1000, jusqu'à 1000, donc il me reste encore 900, inférieur ou égal à 1000, il n'y a pas de valeur qui dépasse 1000, ok. Bon, je dois faire ici des relations Excel si vous voulez pour faciliter les calculs, parce que je ne peux pas, je répète encore une fois, je ne peux pas passer des heures et des heures à chercher quelles sont les valeurs qui sont inférieures, etc., disons visiblement comme ça sur la colonne, donc ça sera difficile. Bon, ce que je vais faire, c'est une astuce que je vous conseille de faire tout simplement. Je vais ici remplir cette case par des 1. Devant chaque valeur, je vais mettre 1. OK. Et je vais passer ici. Bon, peut-être que cette classe, je vais la couper et je vais la installer quelque part loin pour ne pas... Voilà. Et je vais... Donc, j'ai rempli la case, toutes les cases ici par 1. Le chiffre 1, tout simplement. Et je vais ici calculer quoi? Enfin, je vais calculer le nombre des valeurs qui correspondent, qui sont inférieures à 100. C'est Excel qui va faire ça. Je vais par une formule pas simple du tout, c'est somme.si. Et j'ouvre une parenthèse. Donc, c'est une fonction Excel. Fonction Excel que vous pouvez trouver ici si vous voulez. Sinon, vous écrivez somme avec 2 M, E, point, et pas virgule, si, SI. Vous ouvrez une parenthèse et vous sélectionnez la plage, toute la plage de 50 échantillons ici. OK. Et je vais taper F4
F4, la fonction F4. La fonction F4. Pourquoi? Parce que je veux fixer cette plage. Lorsque je vais tirer vers le bas le curseur, il ne va pas changer le calcul, il va rester toujours dans cette plage. Ok? Donc, ça c'est la première composant, le premier argument de cette fonction. Donc, deuxième argument de cette fonction, c'est le critère. Le critère, c'est quoi? C'est inférieur. Le critère, c'est inférieur à, donc, somme. Voilà. Donc, je répète, égal. Bon, j'ai une touche ici sur mon clavier qui est restée fixée. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Donc, somme de points ci, somme point ci, parenthèse. Je fais la plage ici entière jusqu'à l'échantillon 50. Donc, c'est là, c'est du 51. Et puis, je bloque par F4, la fonction F4, puis je donne cette cellule I2 pour moi, et puis une autre point virgule, attention, c'est point virgule et non pas virgule, point virgule et non pas virgule, point virgule, et puis je vais encore sélectionner cette colonne de I1, si vous voulez, et je vais encore une fois taper sur F4, ok, et je vais fermer la parenthèse et je fais entrer. Voilà, ça me donne quoi? Ça me donne 0. Qu'est-ce que ça veut dire 0? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur inférieure à 100 ici, ok, il n'y a pas de valeur inférieure à 100. J'ai mis le 0 en face de 100, c'est-à-dire que pour ne pas avoir de problème par la suite. Je tire en bas jusqu'à 1000. Voilà, je trouve que il n'y a pas de valeur inférieure à 100, il n'y a pas de valeur inférieure à 200, je vérifie. Il y a deux valeurs inférieures à 300, lesquelles je trouve ici, une, et puis peut-être qu'il y a certainement une deuxième. Laquelle normalement c'est 2. Voilà, une, voilà 2. Donc il y a deux valeurs qui sont inférieures à 300. Ok. Comment trouver? Il m'a donné ça. C'est-à-dire c'est comme s'il a cumulé. Pour moi, je ne sais pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est combien par valeur. Autrement dit, je peux très bien faire la chose suivante. C'est que je dois diminuer, puisque je sais très bien que cette valeur inférieure à 1000, puisque j'ai inférieur à 900, c'est 49, inférieur à 1000, c'est 50. Donc il y a une valeur. Ok. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement faire ici, par exemple, parce que là j'ai fait classe et non pas classe. Ici, je veux faire nombre de galets. Je peux l'écrire ici. Nombre de galets, nombre galets par classe. Ok. Donc, nombre de galets par classe, et je peux faire ça. Voilà, nombre de galets par classe. Et je vais commencer à partir de là. Égale ça, moins ça. Puisque si je veux trouver combien j'ai de valeurs inférieures à 1000, je dois diminuer par les 900. Je dois, tout ce qui est inférieur à 900, je dois l'enlever, quoi. Donc, ça va me donner 1. Bien sûr, c'est normal. Je tire par la même formule, je tire en haut. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, par exemple, 13 qui sont inférieurs à 500. Mais attention, ils sont compris entre 400 et 500. C'est pas seulement parce qu'il y a 22 qui sont inférieurs à 500. Mais 13 seulement sont compris entre 400 et 500. 7 qui sont compris entre 300 et 400. 2 qui sont inférieurs à 300, les a vérifiés. Et donc, 7 valeurs qui sont comprises entre 300 et 400. D'accord? Donc ça, ce sont les nombres. C'est le nombre de galets. Donc ça, c'est le nombre de galets
je peux le mettre comme ça ou comme ça. Nombre de galets qui sont inférieurs. Voilà, ça c'est important parce que, regardez, au lieu de passer 1 heure à chercher quelles sont les valeurs inférieures comprises entre 100, 300 et 400, 13 valeurs comprises entre 500 et 600, c'est presque impossible de trouver. Ou c'est difficile, quoi. Donc là, Excel fait le travail pour nous, bien sûr. Ça, je vous rappelle que ça, c'était le nombre cumulé, si vous voulez. OK? Le nombre cumulé de galets, nombre tout simplement brut. Bon, je fais nombre brut, comme ça. Et là, le nombre de galets, qu'est-ce que j'ai? Oui, ça c'est la formule, donc là c'est la formule, et donc je ne dois pas toucher, donc j'écris brut. Ah non, il y a quelque chose qui ne marche pas, donc je vais laisser quand même cette cellule, je ne sais pas pourquoi elle... de I51 I2, donc normalement rien ne doit se passer si je change ça. Bon, allez, je vais pas le toucher, c'est pas la peine d'aller plus loin. Bien sûr, je peux très bien décaler tout l'ensemble pour ne plus avoir ce problème, mais pas la peine de perdre du temps pour rien. Donc là, c'est le nombre de galets par classe. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des classes d'équivalence entre 0 et 100, entre 100 et 200, entre 200 et 300, 300 et 400, etc. Donc c'est comme un petit peu le principe des tamis. Mais je ne vais pas travailler avec ça. Je vais travailler plutôt avec le pourcentage. Donc, pourcentage des galets. Je vais travailler avec un pourcentage. Quel est le nombre de galets? Parce que je dois vérifier. Il est là, c'est 50. Mais quand même, je dois vérifier égale somme. Parce que c'est la somme de tout ça. Bien sûr, ça me donne 50. Donc ça, c'est le total. Bien sûr, c'est 50. Et c'est le total, si vous voulez, de l'ensemble des galets utilisés. C'est exactement ce que vous trouvez ici. Donc ici, j'ai fait une somme uniquement pour, bien sûr, pour vérifier. Bon, le pourcentage, c'est comme un petit peu l'autre jour, on a fait le pourcentage simple. Ici, nombre de pourcentage simple. Nombre, pourcentage de galets, et j'écris même simple. Vous allez voir pourquoi. Simple. J'écris nombre de pourcentage simple, et qu'est-ce que je vais normalement trouver ici? Je dois faire le pourcentage simple. Tout le monde sait que c'est égal à ça. Bon, je fais quand même une parenthèse. Une parenthèse égale ça. OK, multiplié par 100 et divisé par, donc le tout divisé par 50. C'est le nombre total. Donc bien sûr, ça c'est 0. Et si je tire en bas, voilà, je trouve les pourcentages. Donc ça, ce sont les pourcentages qui vont me servir, bien sûr, pour tracer la courbe, soit la courbe de fréquence, soit la courbe cumulative aussi. Et je dois cumuler, bien sûr, regardez, je cumule les pourcentages. Pourcentage cumulé. Donc, pourcentage des galets, pourcentage cumulé des galets. Pourcentage cumulé des galets. OK. Pourcentage cumulé des galets. Je colore, si vous voulez, cette... comme ça. Voilà. Je fais un quadrillage.
Et je vais cumuler dans ce sens, en allant vers les grossiers, en allant vers le plus grand, quoi. Donc égal, tout le monde sait que c'est égal 0, ça la première bien sûr égale 0, égal celle-là plus, je dirais égal celle-là égale ceci plus cela, c'est 0, et je tire en bas. Voilà, c'est 100%, bien sûr, ce sont des pourcentages ici. Ce sont bien des pourcentages. Ok. Voici ce qui va me servir pour calculer le pourcentage d'égalé, pourcentage cumulé d'égalé. Et cette valeur, je peux insérer soit une courbe, voilà une courbe, tout simplement. Regardez, je vais insérer une courbe ici. Et là, je dois changer quand même les valeurs. Parce que là, bon, attendez, je vais reconvertir parce que là, vous avez un pourcentage. Ça, c'est le pourcentage. Mais là, pour l'axe des X, quand même, il nous faut des classes d'équivalence. Parce que les classes d'équivalence ici, c'est la valeur de l'indice d'émoussé, bien sûr. Parce que on cherche bien l'indice d'émoussé. Donc, j'ai converti ici, c'est 0 à 100. Donc, je vais retenir 100, 200, 300, 400, 500, etc. Donc, si je fais ça, donc, normalement, ça doit aller jusqu'à 1000. Voilà, donc là, je reviens à mon... ça, c'est le pourcentage. Donc, ce sont les classes d'équivalence par centaine. Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement insérer... Bon, je peux faire tout simplement ça pour ne pas compliquer. Je vais... Voici la forme, voici la courbe que je... Voici la courbe donc que je dois reporter un tout petit peu ici. Bon, la mise en forme de l'axe, je vais lui donner surtout, c'est pas la mise en forme de l'axe, mais surtout les données de l'axe. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas sélectionner les données de l'axe, et je vais, bien sûr, je vais ajouter, ça c'est l'axe, l'étiquette des axes, je vais donner ça, ok, voilà, ça me donne les étiquettes ici. Et qu'est-ce que je vais faire tout simplement sur ça? Je vais regardez, bon, je peux ajouter mise en forme de la zone de traçage. Je vais ajouter quand même je vais ajouter, pas seulement ajouter, mais tout simplement, bon, écoutez, moi je vais pas vous compliquer les choses, parce que là je sais que vous n'avez pas beaucoup de connaissances ici. Ben, si je fais si je m'approfondis un petit peu beaucoup dans ces problèmes, ça ne marche pas. Donc pour moi, je vais tout simplement chercher 50%. Ok, je vais chercher, c'est comme si on cherche Q50, tout simplement. Tout le monde doit se rappeler ce que c'est Q50 dans la granulométrie. Ben, la même chose, ici, je vais projeter 50% sur la courbe. Ok,
ce qui va me donner quelque chose qui est à peu près 500, 0,100, 200, bon, ça fait 480 à peu près. Ça fait 480 ou quelque chose comme ça, parce que ça va tomber juste ici. Ça va vous donner 580 à peu près. Je projette 50% sur la courbe cumulative. OK? Et j'obtiens ici quelque chose qui doit ressembler, il semble être un petit peu, bon, je vais quand même modifier le format de l'axe graphique. Style, non, c'est pas ça. Sélectionner, ajouter un quadrillage principal, voilà. On va rajouter un autre quadrillage s'il faut, ajouter un autre quadrillage secondaire. OK, voilà. Et si je fais ça pour cet axe, ajouter un quadrillage secondaire, voilà. Voilà, c'est très simple. Donc vous voyez très bien que ces comptes vont tomber juste là. Et donc là c'est 500, je lis ici 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000. OK? 1000 c'est ça. Donc ici je lis bien sûr 400, 400 et ça tombe juste là. C'est 475. Voilà. On va être très bref. C'est et j'écris E moyenne, EM, E moyen égale à 475. Voilà. E moyen égale 475. Voilà. Donc là, c'est pour avoir le résultat de ce travail, c'est que j'ai trouvé le E moyen. Il me faut encore le I moyen. Donc là, j'ai trouvé le E moyen et il me reste le I moyen, l'indice d'émoussé, l'indice d'aplatissement, le A moyen. OK? Donc ça, c'est le I moyen, le E moyen, donc indice d'émoussé moyen. OK? Donc ça, c'est l'indice d'émoussé moyen. C'est l'indice d'émoussé moyen, E moyen égale 475. Je répète, que ce 475, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai projeté 50% ici. J'ai projeté 50% sur la courbe. Et bien sûr, ça tombe juste là. Et bien sûr, c'est 400. 400. Vous trouvez ici 400. Ça, c'est 500. Ici, c'est 475. 475. Voilà. Donc, c'est très simple. C'est pas la peine de passer par d'autres calculs, bien sûr. Voilà. Donc là, c'est Excel a fait pour nous un petit peu tout le travail. Je vous conseille de suivre ça. J'espère que j'étais très simple, très clair. Je vais faire la même chose. Je vais passer maintenant et je vais faire la même chose pour le, bien sûr, quoi? Pour le A. Donc, ici, je vais copier ça. Copier. Et je vais passer ici pour faire, je vais, bon, renommer cette feuille en aplatissement. Pardon. Aplatissement. Et je vais faire un collage spécial. Un collage spécial. Pourquoi? Parce que si je colle les valeurs qui sont calculées à l'avance, ça ne marche pas. Donc je fais un collage spécial. Il va me demander quoi? Qu'est-ce que je dois coller? Je dis des valeurs. Regardez, les valeurs ils vont être brutes. Moi, je vais diminuer bien sûr ces valeurs. Bon, je vais diminuer ces valeurs
je vais diminuer les valeurs. Je dois sélectionner uniquement les valeurs pour les diminuer. Parce que tout à l'heure, c'était avec le titre, quoi. Ça ne marche pas. Donc, les valeurs, voici mes valeurs. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire aussi la même chose. Regardez, je cherche le A maximum, donc le max. Quel est le max? Maximum de cette colonne. OK. Égal max de ça. Lorsque vous êtes sur Excel, bien sûr, vous devez chercher. Donc, j'écris ici égal max de quoi? De cette colonne. Et je ferme la parenthèse et il va me dire que c'est 550. Quel est le minimum de cette colonne? Donc, je dois écrire égal min de, bien sûr, une fois dire min, vous écrivez, il y a la fonction Excel qui va vous accompagner, bien sûr, il vous donne aussi un petit peu de l'aide à ce niveau. Bien sûr, un minimum de cette colonne. Attention, il faut pas sélectionner le titre, bien sûr, parce que lui, il ne va pas reconnaître les lettres. Il connaît que, donc voici le minimum, c'est 178. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore établir, comme tout à l'heure, des classes. Donc, les classes, par exemple, je ne sais pas, je veux faire ici des centaines, bon, des centaines. De 0 à 100, donc inférieur, donc je vais commencer par là, inférieur ou égal à 100, donc de 0 à 100, inférieur ou égal, non, ça c'est vraiment, j'ai une touche qui ne marche pas, donc inférieur ou égal à 200, inférieur ou égal à 300, inférieur ou égal à 500, enfin 400, ok, inférieur ou égal à 500, regardez, c'est 550, donc je dois aller jusqu'à 600, bien sûr, donc à 600, pas la peine d'aller plus loin puisqu'il n'y a rien. Bon, je fais la même chose, égal, donc ça, ce n'est plus la peine de le garder ici. Je vais utiliser ma formule de tout à l'heure. Égal, somme, point si. Et je vais, bien sûr, encore une fois, voilà, sélectionner toute la colonne, attention, uniquement les nombres, le nombre et pas le titre. Et je vais taper F4, la fonction F4. Ça vous donne $A, $2, 2 points, $A, $51. Vous pouvez écrire ça à la main si vous voulez. Et je vais sélectionner critères de sélection. Regardez là, les critères. Le critère, c'est ça. Et puis, qu'est-ce que... Ah, merde alors. Donc, je dois tout refaire. Pardon. Pardon, donc j'ai oublié de faire ici, qu'est-ce qu'il va faire lui, pour vous faire comprendre qu'est-ce que Excel va faire. Il va additionner le 1, tout simplement. À chaque fois qu'il va trouver que c'est inférieur à 100, par exemple, ou inférieur à 200, il va ajouter 1. C'est pour ça que l'on fait 1 ici. Parce que la formule, elle est bien égale somme. Il va additionner. Si vous voulez, un petit peu, comment ça se passe dans la réalité. Excel va chercher une cellule lorsqu'il va trouver que cette cellule correspond bien au critère, il va lui ajouter 1. Et il va ajouter 1 à 1 à 1, etc. C'est comme ça qu'il va, faire compter, il va compter 1 galé par 1, tout simplement. Donc, somme de si, je sélectionne la
la plage sur laquelle il y a ça, je la fixe par fonction F4. Je donne le critère et puis je fais encore un point virgule et puis je donne l'ensemble. Qu'est-ce qu'il doit ajouter? Qu'est-ce qu'il doit ajouter? Dans quelle plage va faire la somme? Vous remarquez ici, somme plage. Donc, et je dois la fixer. Parce que si on tire en bas et vous ne fixez pas, bien sûr, il va passer dans des cellules vides et il va rajouter des zéros. Et donc, le calcul sera faux. Donc, attention, la formule est très très précise. Voilà. Donc, 0 inférieur à 100. Si je fais comme ça, voilà, j'atteins 50. Donc, ça veut dire que si je rajoute ici, ça va donner toujours 50. Si je tire en bas, ça va toujours donner 50. C'est-à-dire que ce sont des zéros qui vont se rajouter. Donc, comme tout à l'heure, 50 ici, il va cumuler lui. Il accumule nombre de galets. Donc, ça c'est nombre cumulé de galets. Nombre cumulé. Bon, ça ne sert à rien pour nous, ça ne sert pas à grand chose. Parce que là, c'est qu'il cumule en allant dans ce sens, mais il cumule le nombre de galets. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre de galets par case. Donc, nombre de galets par classe. Par classe. OK? Donc, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de galets par classe. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement faire comme tout à l'heure, puisque ça c'est 50, automatiquement, donc, il y aura deux galets qui sont inférieurs à 600, compris entre 500 et 600. Puisque là, c'est 48 et là, c'est 50. Donc, automatiquement, je fais ça moins 100 pour trouver le nombre de galets qui correspondent à cette classe comprise entre 500 et 600. Et bien sûr, je tire en bas, en haut. Donc là, la valeur, qu'est-ce que D2 moins D1? Oui. Pourquoi D1? Parce que ça contient, bien sûr, regardez, ça contient du texte. Ça contient du texte. Bien sûr, il affiche valeur parce que vous ne pouvez pas, D1, ici, vous ne pouvez pas diminuer ou soustraire un nombre, enfin, soustraire un texte d'un nombre. Donc, c'est normal qu'il va donner 0. Donc, j'efface ici. Et puisque je sais très bien que c'est un 0, donc je l'écris à la main pour ne pas altérer la formule. Parce que là, la formule, c'est D2, D3 moins D1. À ce niveau ici, il va dire D2 moins D1. D2 moins D1. Et donc, ça ne marche pas. 0 moins nombre cumulé. 0 qui est un nombre moins un texte. Ça ne marche pas. Donc, il affiche, voilà. Voilà, donc ça c'est les choses que vous devez savoir. Donc, si vous voulez, voici ce qui nous intéresse. Ça c'est ce qui nous intéresse effectivement. Ça ne nous intéresse pas directement. Donc, on va le mettre comme ça. Mais ça, plutôt, ça nous intéresse parce que c'est ce qu'il en cherche. Vous savez que pour chercher ces valeurs, il va vous falloir 1 heure à passer ici dans cette colonne à chercher combien de valeurs, ou même 2 heures parfois. Combien de valeurs comprises entre 300 et 400. Vous trouvez 23 valeurs, bon, c'est pas facile de trouver. Donc là, c'est le nombre de valeurs de galets. Je dois convertir le nombre de galets en pourcentage. Donc, nombre de galets, pourcentage des galets. Nombre de galets en pourcentage. En pourcentage, ok? Nombre de galets en pourcentage, exactement comme on a fait comme tout à l'heure. Donc là, nombre de galets en pourcentage, je dois faire égal. Je sais très bien que j'ai 50. Je peux vérifier ici. Regardez, je peux vérifier ici par somme, bien sûr. C'est 50. Donc là, c'est 50 comme, si vous voulez, pour ne pas... Ça c'est 50. Et pour ne pas
Voilà, c'est 50, uniquement pour vérifier que le nombre de Gall est bien 50. Ici, c'est-à-dire que je dois tout simplement égal, bon, une parenthèse, égale ça, multiplié par 100, le taux divisé par 100, par 50, puisque c'est le nombre total d'égalés. Voilà. Regardez, ça c'est le pourcentage. Donc ici, ce sont les pourcentages. Ok. Donc ça, ce sont les pourcentages. Et je les fais en cadre. Et le pourcentage cumulé. Pourcentage cumulé. C'est ce qui va nous servir, bien sûr. Donc j'écris pourcentage cumulé ici. Bien sûr. Et là, je vais cumuler ce qui va me servir bien sûr, à faire ma courbe. Et voici les pourcentages. Je cumule pas des fins, des petits vers les plus importants. Et donc, égale, vous savez, égale ça, bien sûr. Là, dans la deuxième cellule, égale ça plus ça. Ok. Et donc, je cumule vers le haut. Bien sûr, ça va me donner 100%. Ce sont des pourcentages. Bon, c'est pas la peine. Si vous voulez, je peux les convertir en pourcentage. Je peux tout simplement écrire ici en pourcentage, mais c'est pas la peine. C'est déjà assez comme ça. Donc, là, il me faut, donc ça c'est 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ok. Ce sont les classes. Donc ce sont les classes que j'ai pu obtenir. Et ce sont les classes qui vont me servir pour découper, bien sûr, la courbe, tout simplement. Donc, ce sont les classes. C'est exactement ce que l'on a fait ici. Uniquement, enfin, on a fait inférieur ou égal. Parce que, bien sûr, il faut lui donner des choses très précises. Ben, qu'est-ce que je dois faire? Ça y est, j'ai terminé mes calculs. Vous voyez que Excel peut faire ça facilement. Il suffit de prendre le cumul ici. Parce que c'est pas la peine de vous dire de faire vous pouvez très bien faire, bien sûr, l'histogramme. Bah, si vous voulez insérer un histogramme, bon, c'est très simple. Regardez, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Vous essayez de changer ça et puis c'est tout. Donc ça, c'est l'histogramme. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est surtout la courbe cumulative. Donc je vais insérer la courbe cumulative comme tout à l'heure et je vais directement aller dans cette courbe cumulative et je vais ici changer les valeurs. Donc pas, c'est les valeurs. Donc chercher les valeurs, sélectionner les données. Bon, modifier ici et je vais lui donner ces valeurs ici. Ok, ok. Donc il va me donner 400, 600, etc. jusqu'à 600. Donc là c'est 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ok. Je vais lui dire quand même de rajouter un quadrillage principal. Je vais lui dire même de rajouter un autre quadrillage secondaire. Toujours dans l'axe des X, ajouter un axe quadrillage secondaire. Voilà. Ici aussi, je vais lui donner ajouter un quadrillage secondaire. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, il va me donner quoi? J'ai atteint l'objectif, moi. Donc, 100, ça c'est 100, ça c'est 200. Ça c'est 300, ça c'est 400, ça c'est 500,
et 600. Ok. Bon, je vais projeter 500, ok, 50, pardon. Donc je vais projeter le pourcentage, parce que là c'est un pourcentage, ok, jusqu'à 100%. Pas la peine, vous pouvez lui dire d'arrêter à 100, c'est possible. Regardez, il suffit de cliquer ici et modifier le type, ou encore mise en forme de l'axe, vous lui dire, au lieu d'aller jusqu'à, vous lui dire d'arrêter à 100, ok. Voilà, il va arrêter à 100. Donc vous voyez, il va arrêter à 100. Bah, peu importe, tout ça c'est 50, voici 50 maintenant, ça sort franchement 50. Je projette 50 et je fais ici, sur cet axe. Bon, j'espère qu'il me rajoute encore un autre petit axe, ça va me faciliter la liaison. Donc ajouter, donc normalement, bon, il va pas ajouter ça facilement. Dans tous les cas, bon, on voit très bien que c'est à peu près 280. Bon, regardez, c'est 50, donc on va projeter 50 et ça va tomber à 280, 90, bon, 50 et 250, ici c'est 250. Attention, là, non, ça c'est 100, ça c'est 200, ça c'est 200, et ça c'est 300, ça c'est 400, ça c'est 500, ça c'est 600. Donc là, attention, les valeurs sont écrites un petit peu, sont trop, parce que là c'est 100, ça c'est 200, ça c'est 300. Donc vous voyez que la valeur 50 va tomber juste ici, mais ça tombe à 225. 225. Ça tombe à 225. Exactement ici. Et si vous lisez, ça va faire 225, parce que là c'est 250, ça c'est 300. Donc 225. Et j'écris ici. Donc j'écris tout simplement ici, comme tout à l'heure, l'indice d'aplatissement. Indice aplatissement, l'indice d'aplatissement A moyen, égal. Voilà, et j'écris ici A moyen égal à 225. C'est 225. Ça c'est 200, ça c'est 0, 100, 200. Et bien sûr, ça chute à 225, à peu près 225. Voilà, ça c'est mon indice moyen, A moyen. Voilà, 225. Ok, donc ça c'est l'indice moyen que j'ai défini à partir donc des données. Donc là, l'indice d'émoussé, vous voyez l'indice d'émoussé moyen 475, l'indice d'aplatissement A moyen c'est 225. Qu'est-ce que je dois faire avec ces valeurs? Ce que je dois faire c'est ça. Regardez, je vais, bon, non pas ça, voilà, je vais charger ce diagramme que vous aurez bien sûr, ce diagramme de Tricard encore une fois. Je vais le charger sur Paint. Je vais le charger sur Paint. Ouvrir.
morphodiagramme, je pense que c'est ça. Voilà. Donc je vais le charger ici et je vais revenir à mes indices, l'indice d'émoussé et l'indice d'aplatissement. Donc vous voyez l'indice d'émoussé et l'indice d'aplatissement. Voilà. 225 pour A, 475 pour E. Donc, A, attends, je ferme ça. Bah, enregistrer, pas enregistrer, pas la peine. Donc, 225 pour, je répète, que j'ai bien 475 pour 400 pour E. Donc je vais tracer tout de suite le premier. Pour E, c'est 475. Donc l'indice dans I ou E, bon, il vaut mieux écrire I ou E, je pense, indice d'émoussé. Donc l'indice d'émoussé, 475. Donc 475. Bon, on peut trouver. On peut la coller directement sur Excel, mais bon, peu importe. 475 pour E. Donc vous pouvez écrire bien sûr ici E au lieu de A. C'est E. L'indice d'émoussé. 475, c'est-à-dire 450. Donc là, 475, regardez, 450, 475. Et qu'est-ce que j'ai comme valeur pour l'indice d'aplatissement? J'ai 225. Aplatissement 225. Vous avez 250. L'indice d'aplatissement c'est 225. Autrement dit, ça va être ici. Et qu'est-ce que j'ai trouvé comme endroit, comme milieu de dépôt plutôt? J'ai trouvé ça. J'ai trouvé un milieu qui est bien sûr marin. Donc là, j'ai trouvé un milieu marin. J'ai trouvé donc que les résultats sont, d'après les calculs statistiques bien sûr, que l'on a fait depuis tout à l'heure, ça nous donne un milieu marin. Regardez, ça c'est là, si je fais un petit peu, si je fais ça, c'est le milieu marin. Donc tout ça, c'est la mer. Donc ça c'est pas la mer, bon, soi-disant ce sont quand même des valeurs d'indice. Donc ce sont des valeurs d'indice, c'est-à-dire que toutes ces valeurs qui vont tomber dans ces secteurs, c'est de la mer. Et qu'est-ce que l'on va trouver? C'est surtout un indice d'aplatissement très fort et un indice d'émoussé très fort. Donc vous voyez que pour les marins, en général, vous allez trouver un indice d'aplatissement qui est très fort. Pourquoi l'aplatissement est très fort? Parce que les vagues, ils vont aplatir les galets. Donc, ils vont jouer sur les galets jour et nuit, de telle manière à les émousser, à les aplatir, et donc donner quelque chose comme on a vu tout à fait au départ de cette vidéo, c'est-à-dire des galets de la mer. Alors que dans les milieux torrentiels, regardez,
de solifluxion. Solifluxion, ce sont les dépôts, si vous voulez, de, disons, débris flow. Les débris flow, les modes flow, il n'y a rien. Il n'y a pas d'aplatissement, il n'y a pas d'émoussé. Donc les galets ne vont pas être émoussés ni aplatis beaucoup parce que vous avez beaucoup de matrices et la matrice évite que les galets vont être érodés sur les angles. Il y a très peu d'érosion. Alors que le milieu torrentiel, il y a quand même un aplatissement et il y a quand même une émoussée. Donc le milieu torrentiel, c'est un petit peu de l'émoussé, un petit peu de l'aplatissement. Le milieu fluviatique, par contre, il va largement jouer sur les deux paramètres, les deux indices, l'émoussé et l'aplatissement. Donc vous voyez que le milieu fluviatile va être plutôt ici. Mais le milieu marin, c'est beaucoup plus parce qu'il y a un aplatissement qui est très fort et il y a aussi une émoussée qui est très forte. D'accord? Donc là, vous trouvez que les valeurs, nos valeurs de la morphométrie, de ce lot de 50 échantillons que l'on a utilisé, ce sont effectivement des galets de Souria. Donc là, vous trouvez que j'ai bien noté dans mon galet Souria, c'est le titre bien sûr, ce sont des galets de la plage, enfin de Souria. Donc là, c'est la plage de Souria pratiquement, où on a emporté ces galets. Donc ce sont bien des galets de plage de Souria. Et qu'est-ce que ça veut dire Souria? C'est l'embouchure de l'oued Z. C'est l'embouchure égale, bah, ici, en embouchure. L'embouchure, c'est l'endroit où arrive un oued à la mer. Embouchure de l'oued Tensift, pardon, Tensift, c'est-à-dire c'est l'oued Tensift qui va bien sûr emporter, enfin il va si vous voulez bien sûr il va collecter tous les oueds qui drainent le bassin du Haouz, qui arrivent bien sûr du Haut Atlas et des Jbilet. Voilà donc, ce sont bien des galets de l'oued Tensift et qui vont arriver à la mer par l'oued Tensift. Donc c'est Souria, l'embouchure de l'oued Tensift, et ces galets certainement que l'on vient de traiter sont des galets qui proviennent certainement du Haut Atlas et des Jbilet bien sûr, qui sont drainés par l'oued Tensift jusqu'à Souria sur l'Atlantique. Voilà, je m'arrête ici. Je vais vous envoyer tout simplement, bien sûr, les données. Je vais vous envoyer les données ici. Et pas seulement ces données, mais je vous ai envoyé deux fichiers. Deux fichiers. L'un de Souria, qui est celui-ci, avec sans les calculs. Je ne vais pas vous donner les calculs. Je vais vous donner la longueur, la largeur, l'épaisseur et le petit rayon. Et le numéro d'échantillon, c'est tout. Et vous aurez aussi un autre lot de galets qui proviennent d'un autre oued de la région de Marrakech, je dirais Oued al-Hajar. Donc, Oued al-Hajar, c'est un affluent de l'oued, c'est le oued Rika en quelque sorte, dans la plaine du Haouz. Voilà, je vais vous donner les mesures de ces mesures-là. Voilà, exactement ce qui est sélectionné, longueur, largeur, épaisseur, petit rayon, avec numéro de galet. Et je vais vous donner aussi Oued al-Hajar avec d'autres valeurs. Bon, vous remarquez que ça c'est marin, mais Oued al-Hajar, bon, vous allez chercher. Et je vais vous envoyer aussi, bien sûr, le diagramme de Tricard avec les domaines de sédimentation et les indices, bien sûr, les limites des indices dans ce domaine de sédimentation.
Voilà, j'espère que j'ai tout expliqué, que c'est clair. Faites un petit peu de votre, faites votre effort quand même pour suivre, parce que dans ces conditions, il faut quand même que vous fassiez un petit effort. Vous avez les valeurs, vous avez les vidéos, je pense que j'ai tout expliqué. Vous pouvez arrêter la vidéo, revenir en arrière, essayer d'expliquer, essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai fait exactement, et vous suivez un petit peu les explications et les méthodes de calcul, etc. C'est très simple. Voilà, j'espère que tout le monde soit en bonne santé lorsque l'on va reprendre. Et d'ici là, passez une bonne journée et passez aussi un bon temps quand même à apprendre. Parce que le temps, c'est tout ce que l'on a comme capital. Votre capital, c'est votre temps. Donc ne le gaspillez pas. Essayez d'apprendre, essayez de faire des recherches. Si vous ne comprenez pas quoi que ce soit dans ce que j'ai expliqué, essayez de chercher sur Internet. Posez des questions, si vous voulez, on est là pour vous répondre. Voilà. Merci de votre attention et au revoir.